Comment s'opère cette hybridation qui a été fonctionnelle avec le Tea Party et est-ce qu'elle nous menace ici en Europe et ici en France? C'est l'ensemble des questions qui me semblent intéressent tout le monde. Alors, le séminaire a eu une aventure qui est d'avoir été hors les murs et hors institutions, mais accueilli dans les institutions pendant 5 ans. Le Covid nous a perturbés aussi. Et le HESS avait fait une réduction de son nombre de séminaires assez drastique, probablement en partie pour des bonnes raisons, en partie pour des mauvaises. Et nous revenons en séminaire institutionnel à la rentrée, hébergés tous les mois à l'EHESS de Boulevard Raspail, le HESS historique, avec une nouvelle équipe à nouveau, et en particulier Sylvain Laurence qui prend un rôle important dans l'organisation. Je vais vous laisser vous présenter, comme ça je ne dirai pas de bêtises. Bonjour, je m'appelle Sylvie Laurent, je suis historienne des États-Unis. J'ai publié plusieurs livres, mais le dernier s'appelle La contre-révolution californienne. Bonjour, Marlène Banquet, je suis directrice de recherche au CNRS, je suis sociologue et j'ai écrit plusieurs livres aussi. Le dernier, et je l'ai coécrit avec Théo Bourderon, c'est La finance autoritaire. Et il y en a un prochain qui arrive. Ça se rend jusqu'à moi. Alors bonjour, je m'appelle Marc Forti, je suis sociologue et éditeur et je viens de publier un livre au Québec qui n'est pas disponible en France encore, ça sera au mois d'août, qui s'appelle Devenir fasciste, ma thérapie de conversion. Donc c'est le même sujet mais dans un autre registre, disons. C'est un format séminaire, j'ai quelques notes, mais je préfère réfléchir à voix haute avec vous sur l'origine de mon projet et les quelques réflexions qui m'ont amené non seulement au livre, très court livre, un court essai que je viens de publier, mais peut-être vous proposer une réflexion plus large à partir de ce premier essai qui est une esquisse de ce qui serait comme une lecture historique du moment techno-réactionnaire que nous sommes en train de vivre. Donc, comme point de départ, je pense qu'on peut tous se souvenir de cette espèce de sensation très étrange que l'on a eue lors de l'inauguration de Donald Trump, en voyant 5 des plus grands patrons de la Silicon Valley, non seulement faire montre d'allégeance et d'une certaine satisfaction, mais s'exhiber aux côtés d'un président dont on sait que c'est un président d'extrême droite, et je définirai extrême droite dans un instant, mais qu'il porte un projet réactionnaire dont il se présente d'emblée comme les bras armés. Ils proposent, par leur présence, d'emblée de se mettre au service d'un projet qui est tout à fait clair pour quiconque a suivi le premier mandat de Donald Trump et le suit comme moi et un certain nombre d'autres gens qui n'ont pas beaucoup mieux à faire depuis une vingtaine d'années. Donc 2 choses étaient assez intéressantes. D'une part, les questions qui sont survenues tout de suite. D'une part, la thèse de la contingence, c'est-à-dire l'ensemble de la classe médiatique et des observateurs ont dit mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un retournement? Est-ce un ralliement? Pourquoi subitement cette classe capitaliste qui avait cette image californienne de libéralisme, d'une certaine forme de progressisme sur les questions culturelles? Pourquoi d'emblée se proposer comme voilà, le bras sur la main sur le bras du crime. Donc, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Et donc, la thèse du retournement, la thèse de l'événement, de quelque chose qui, de manière conjoncturelle, expliquerait cela. Et l'autre chose, moi, qui m'a frappée, c'est que ce ne sont pas n'importe quel patron qui était sur la scène lors de l'inauguration ce jour-là. Ce sont les entrepreneurs, chefs d'entreprise, fondateurs d'entreprises, des 5 entreprises les plus capitalisées de l'histoire du capitalisme américain. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quel patron. Ce sont les plus riches, les plus puissants, et si on calcule la richesse et la puissance à la spéculation financière, ils sont dans l'histoire du capitalisme aujourd'hui. Il manquait Sam Altman, mais qui rapidement a rejoint le groupe, parmi les gens qui ont amassé le plus de capital de l'histoire du capitalisme moderne. Donc il s'est passé 2 choses à ce moment-là. L'éclaircissement du fait qu'une nouvelle faction de la classe capitaliste prenait le pouvoir sur les autres,
Ça n'était plus Wall Street, ça n'était plus le secteur de l'industrie des fossiles, ça n'était plus non plus l'assurance, etc. C'était désormais l'industrie technoscientifique qui apparaissait comme étant l'avant-garde d'un capitalisme qui, de toute évidence, se mettait au service du projet de Donald Trump. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, président d'extrême droite portant un projet réactionnaire, je définis l'extrême droite de façon extrêmement simple. C'est un projet, un paradigme, un ensemble de pensées visant à rétablir les hiérarchies traditionnelles qui sont pensées comme naturelles. Différence entre les hommes et les femmes, les peuples occidentaux et les autres, les membres d'une certaine aristocratie, les sangs-bleus et les autres. Et donc, par conséquent, un rejet de toute forme de démocratisation à la faveur d'un mouvement de démocratisation qui étend les droits et protections à tout à chacun, quel que soit l'ordre naturel auquel ils étaient assignés lors des âges féodaux et antidémocratiques. Et à partir du moment où on considère que l'extrême droite, c'est le rétablissement d'une certaine légitimité de la hiérarchie entre les groupes humains, il m'est apparu intéressant non pas de penser ce moment techno-réactionnaire qui ne s'est jamais démenti depuis. On a appris aujourd'hui que Stephen Miller, qui est le grand maître de la politique xénophobe de traque des immigrants sans papier aux États-Unis, était partie prenante de Palantir, l'entreprise de collecte de données du dirigeant d'extrême droite Peter Thiel, et qu'il était donc dans un conflit d'intérêts absolument colossal, puisque Palantir sert aujourd'hui la police des frontières et la police de l'immigration par un système de traquage biométrique de l'ensemble des populations, qu'elles soient légales ou pas aux États-Unis. Donc cette espèce de configuration techno-réactionnaire, elle était très spectaculaire ce jour-là, et j'ai voulu essayer de la penser, non pas sur le mode de la contingence ou du retournement, mais de quelque chose qui serait comme une nécessité historique. Et pour comprendre cette nécessité historique ou cette élucidation de quelque chose que l'on n'avait pas vu mais qui était déjà là, je propose dans mon ouvrage de repartir à la fondation de la Silicon Valley et de penser ce qu'on appelle par métaphore la Silicon Valley, c'est-à-dire l'ensemble de cette technopole qui inclut Seattle, qui inclut l'État de Washington, etc., mais qui est principalement autour de San Francisco. Cette économie politique de la Silicon Valley, elle a connu une phase de naissance au moment de la Deuxième Guerre mondiale, mais elle est vraiment arrivée à maturité dans la Californie des années 60. Et je propose de comprendre, sans doute on peut me reprocher, je pense à bon escient, une forme de téléologie, c'est-à-dire que je raconte l'histoire une fois que c'est la fin, donc évidemment c'est facile de dire que je voyais les fils et que je n'ai plus qu'à les tirer, mais néanmoins il me semble qu'il manquait une analyse historique de cette généalogie réactionnaire propre au lieu de naissance de la Silicon Valley. Je propose donc ce soir de l'élucider, de le présenter en 3 temps. Premièrement, c'est une technologie dont le lieu d'énonciation est fondamental, c'est-à-dire c'est la Californie, et je pense qu'il y a une histoire méconnue de la Californie qui mérite d'être rappelée. Deuxièmement, il s'est développé, il a été en phase de conquête hégémonique au moment de ce que la Californie a donné de plus puissant politiquement, qui est Ronald Reagan, et les 2 moments de la contre-révolution néolibérale des années 80, qui ont commencé avec un autre président californien qui l'a précédé, qui s'appelle Richard Nixon. Et enfin, si j'ai le temps, parce que je sens que je suis déjà trop longue, je proposerai une espèce d'économie politique pour aujourd'hui sur ce qui m'apparaît comme étant de l'ordre de la rationalité, en plus de la nécessité historique, dans l'alliance et dans ce qui se prépare comme étant une fusion entre l'État capitaliste, impérial et réactionnaire, et les technologies de l'information, de la surveillance et bien sûr de l'intelligence artificielle. Donc je voudrais commencer par dire que si on parle de la Californie, lorsque l'on parle de la naissance de la Silicon Valley, donc ce culte de l'ingénieur, de l'innovation et de la création scientifique, on l'associe généralement à une espèce de culture de la liberté, de l'anticonformisme, voire de la contre-culture, et ça me semble être un contresens assez fondamental, même si c'est tout à fait présent dans la littérature et que dans certains aspects ça peut être pertinent, mais je pense que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt.
La Californie, comme vous le savez sans doute, est un État arrivé tardivement dans l'Union des États-Unis en 1848, après la guerre contre le Mexique. Et d'emblée, cette arrivée tardive a été marquée par l'espèce de fascination extractiviste que la Californie a apportée pour le reste du pays, puisque c'est avec la ruée vers l'or qui a été la première marchandise frontière qu'a offert la Californie après d'autres ressources minières qui ont dû être exploitées pour faire la fortune du pays, y compris l'agro-industrie qui a très tôt été très forte. Il y a dans la Californie une culture très présente, à la fois de l'exploitation fossile et du culte de l'ingénieur, mais aussi l'idée que c'est la dernière frontière, c'est-à-dire que c'est le dernier territoire avant le Pacifique. C'est un territoire qui est portuaire, extrêmement ouvert sur l'Asie, avec de grands brassages de population, et très rapidement l'idée de la menace, la menace de la Chine, la menace du Japon, la menace évidemment du Mexique qui a été chassée, mais dont une partie de la population indigène demeure, a donné une espèce d'eschatologie très très propre à la Californie. La Californie s'est par ailleurs intégrée à l'Union, au territoire de l'Union des États-Unis par l'industrie du chemin de fer, qui a été vraiment l'industrie qui a arrimé cet État extrême, ce bout du monde de l'Amérique à l'intérieur du pays, et qui a, ici encore, supposé un aménagement du territoire d'une assez grande brutalité. Je ne rentre pas dans les détails, mais qui a mis en place un capitalisme très particulier de remaniement des écosystèmes, d'une classe ouvrière principalement immigrée et de quelques très grands barons d'industrie qui font des fortunes absolument colossales, non seulement dans les chemins de fer, mais aussi dans l'exportation de produits agricoles, de produits miniers et de toutes les richesses dont regorge la Californie. Je précise cette espèce d'écosystème tout à fait simpliste mais important pour expliquer que très tôt, la question de la réflexion scientifique et des sciences appliquées ont été au cœur du développement de la Californie. À la différence d'autres États où c'est plutôt une éducation de ce qu'on appelle les arts libéraux qui ont pu, à Harvard par exemple, se déployer, la Californie est d'emblée un État qui se tourne vers la recherche scientifique et les sciences appliquées, en particulier vis-à-vis des sciences expérimentales destinées à l'armée de défense, à l'aérospatiale, mais aussi évidemment à l'agro-industrie et à l'industrie fossile. Et à cet égard, il y a deux institutions qui seront essentielles pour comprendre le développement de la Silicon Valley, qui méritent d'être représentées, que vous connaissez, en particulier les scientifiques parmi vous, certainement, que sont Caltech, qui est l'Institut Polytechnique de Californie, qui se trouve à Pasadena, dans le sud de la Californie, et bien sûr l'Université de Stanford, qui elle est en banlieue de San Francisco, deux institutions scientifiques créées par des chefs d'entreprise. Alors Leland Stanford était un gouverneur de Californie qui a fait fortune en particulier dans le chemin de fer et la spéculation foncière, et qui crée avec sa femme à la fin du 19e siècle l'université privée de Stanford afin d'avoir une espèce de MIT de la côte ouest, c'est-à-dire de faire une science de l'ingénieur appliquée à la défense spatiale, à la défense tout court, à l'aéronautique, mais aussi à toutes les sciences physiques, etc. L'université de Caltech, dans le sud, elle, c'est un lieu où les physiciens du monde entier, les archives d'Einstein se trouvent à Caltech, sont rassemblés pour penser précisément quelque chose comme un centre de pensée unique aux États-Unis, où la pensée scientifique, en particulier la physique, seront au cœur de la domination des États-Unis, qui très tôt se traduit par le nombre de prix Nobel. Alors il se trouve que le deuxième prix Nobel de physique américain jamais desservi s'appelle Robert Millikan, qu'il est le président de Caltech et qu'il fait de Caltech la très grande université qu'elle est aujourd'hui. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, toute la recherche nucléaire se passe à Caltech, entre autres choses. Il se trouve que ces deux grandes universités scientifiques que tout ingénieur connaît et rêve de pouvoir fréquenter un jour dans sa vie sont aussi deux grands lieux d'une forme de science de l'ingénieur tout à fait particulière qui s'appelle l'eugénisme. L'idée d'un homme amélioré
ou de l'utilisation de la pensée scientifique pour remettre en cause les théories de l'évolution et appliquer une forme de sélection naturelle à l'humanité, trouve à Caltech et à Stanford des lieux d'éclosion intellectuelle à nul autre pareil. Millikan, dont je parlais tout à l'heure, mais Leland Stanford, qui nomme comme premier président un certain Jordan, qui est un des grands penseurs de la sélection naturelle et de la stérilisation forcée des inférieurs mentaux et des minorités raciales, en particulier les femmes hispaniques, présideront à une espèce de grand mouvement de pensée eugéniste et de pratique eugéniste, ce qui est souvent méconnu sur la Californie. Entre 1909, où les premières lois sur les stérilisations forcées sont passées en Californie, jusqu'en 1979, il y a près de 40 000 stérilisations forcées qui sont pratiquées en Californie, dans les institutions mentales, mais aussi les centres de détention, avec l'appui intellectuel des deux grands pôles universitaires que sont Caltech et son centre pour l'amélioration de l'humanité, Science for the Betterment of Society, of the Human Race, et l'équivalent à Stanford, avec au sein de Stanford des laboratoires pour une humanité augmentée, c'est-à-dire une humanité qui sera sélectionnée, dont les corps indignes, insuffisants, défectueux seront débarrassés de la cohorte et que donc les hiérarchies naturelles de l'intelligence seront développées. Vous savez peut-être que Lewis Tillman, qui est le grand nom de la pensée scientifique à Stanford, a fait venir le français Binet, qui est celui qui a inventé les tests de QI, le test de QI Binet, qui très rapidement, derrière l'idée de mesurer l'intelligence, dérive, on voit ça encore aujourd'hui avec l'obsession du QI dans la Silicon Valley, avec l'idée de propriété héréditaire des capacités cognitives et intellectuelles, et qui aboutissent absolument tous à la même conclusion, qui est que les Nordiques, caucasiens, blancs, anglo, sont infiniment supérieurs et capables de réflexion scientifique, là où les hispaniques et les indiens ont des capacités moindres, et les noirs sont structurellement, biologiquement, dans des catégories de pensée qui sont très très largement inférieures à la moyenne, et que par conséquent des politiques de stérilisation forcée doivent être mises en place. Il n'est que jusqu'à William Shockley, autre prix Nobel de physique, qui est à Stanford celui qui est le père, d'une certaine façon, de la Silicon Valley. Il a le prix Nobel pour l'invention du transistor, et il est celui qui fait de Stanford le lieu de l'éclosion industrielle de la Silicon Valley, avec le parc industriel de Stanford, c'est-à-dire une espèce comme il y a tellement de territoires, sont de très grands propriétaires fonciers, ils mettent des centaines de milliers de kilomètres carrés au service de toutes les jeunes pousses industrielles qui veulent venir, en particulier les étudiants de Stanford, les deux fondateurs de Google étaient des étudiants de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, à qui Shockley a dit, écoutez, vous finissez votre PhD et puis vous venez ensuite, moi je vous trouve les financements, etc. C'est un personnage absolument central, tous les grands fondateurs se réclament de Shockley. Il était lui aussi le défenseur d'une certaine idée de la hiérarchie et de la capacité des Occidentaux, et seulement des Occidentaux, à avoir une pensée scientifique rationnelle, digne de produire du capital. Donc ça, si vous voulez, c'est l'espèce de ferment qui, comme vous le comprenez, est propice à l'idée de la défense des hiérarchies naturelles entre les hommes, une espèce de ferment comme ça, de fusion entre les sciences de l'ingénieur, l'amélioration de l'humanité et la réflexion sur le corps, et le corps augmenté, ou le corps sélectionné, qui va infuser et absolument nourrir toute la pensée scientifique qui amènera l'éclosion de la Silicon Valley en tant que lieu de création d'ingénieurs, de physiciens, de scientifiques de tous bords, et y compris de banquiers de l'industrie du capital risque. J'y reviendrai si j'ai le temps plus tard. La Californie, c'est aussi autre chose. La Californie, c'est un lieu qui, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, devient le grand centre. C'est quelqu'un qui parle. Et qui dit très intéressant, donc moi ça me va. On continue. Donc, la Deuxième Guerre mondiale fait de la... Non, on lui coupe le son. Mais oui, il faut... La Deuxième Guerre mondiale fait de... On y est, on est bon? C'est bon. Ok. Fait de la Californie
le centre de l'innovation et de la production de richesse américaine, pour la simple et bonne raison que c'est l'arsenal des États-Unis. Hein. La Deuxième Guerre mondiale fait de la Californie le centre mondial de la création aérospatiale, de la défense, le projet Manhattan, enfin tout y passe. Tout est en Californie. Pourquoi? Parce que grande tradition d'ouverture portuaire, installation militaire et investissement public absolument colossaux. Ce qui se passe à partir des années 40, c'est la mise en place de ce qu'on peut appeler un keynésianisme militaire ou militariste à nul autre pareil. C'est-à-dire que l'afflux financier qui arrive en Californie à partir de la Deuxième Guerre mondiale et qui ne finit pas, alors avec des hauts et des bas, hein, en fonction des époques, ça descend un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale, et puis ça remonte avec la guerre de Corée, ça redescend un petit peu avec les années, la fin des années 60 et le désastre coréen et cambodgien, et puis ça repart avec Reagan à la Maison Blanche. Mais la Californie reçoit en flux continu des milliers de milliards de dollars de la part du gouvernement fédéral qui fait de la Californie le principal sous-contractant militaire des États-Unis. Ce qui se traduit par quoi? Ce qui se traduit par le fait que la Californie est un État riche qui construit toute sa richesse sur une espèce de manne financière invisible. Parce que lorsque l'argent de l'État fédéral va aux universités, aux contrats publics pour l'armement, à l'aérospatiale, vous n'avez pas le sentiment que vous recevez de l'argent public. Vous avez le sentiment que c'est une croissance endogène qui tient à votre capacité à innover, à créer des entreprises, etc. En réalité, toutes les autoroutes, toutes les universités, tout le système secondaire américain a été financé par l'argent public parce qu'il fallait faire de cette Californie le lieu d'une production perpétuelle de capital et d'investissement dans l'industrie de défense. Hein. Il n'y aurait pas de Silicon Valley puisque, comme vous le savez, hein, l'interface, le GPS, Internet, tout a été financé par l'argent public dans des institutions de recherche publiques qui ont été progressivement intégrées pour des utilisations civiles et privatisées. Et tout ça fait finalement de la Californie un État qui est un petit peu schizophrène. C'est-à-dire que c'est un État qui connaît une croissance au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale sans précédent dans l'histoire du pays, hein, plus encore que pendant le Gilded Age à la fin du XIXe siècle, avec cette espèce de militarisme omniprésent qui masque en réalité une espèce de sentiment que se passe en Californie quelque chose de l'ordre de la dernière frontière, c'est-à-dire que la menace communiste est absolument partout. C'est-à-dire que est entretenue en Californie, précisément parce que l'industrie de défense, puis de police et d'industrie carcérale est toute puissance, le sentiment d'être une citadelle assiégée. Et l'anticommunisme de l'après-Deuxième Guerre mondiale trouve en Californie des accents plus hystériques que l'on n'en trouve nulle part ailleurs. Et c'est dans cette espèce de mélange de financement public invisible et de défense du capitalisme et de ce qui fait l'identité américaine face à la menace des subversifs et de l'empire du mal, que se développe une idéologie californienne qui a été déjà documentée notamment par un livre éponyme qui s'appelle l'idéologie californienne, qui est une espèce de très grande haine de l'État lorsque l'État est redistributeur. C'est-à-dire que la Californie, qui avait été plutôt favorable au New Deal lors du Front populaire des années 30, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, s'ancre résolument du côté du Parti conservateur. Contrairement à ce qu'on raconte sur la Californie a voté républicain de 1945 à 1992. Elle ne vote démocrate pour la première fois que parce que Bill Clinton en 92 met tout son argent, toute sa campagne, tout ce qu'il peut en Californie, comprenant qu'il faut gagner la Californie, et il inonde la Californie de financement public pour gagner la Californie, qui y compris vote du bout des lèvres pour les démocrates. Donc cet État n'a jamais été naturellement démocrate. Se développe au contraire en Californie ce qu'on appelle une idéologie libertarienne, même si moi j'ai beaucoup de problèmes avec le fait que ces gens s'autoproclament libertariens, quand on sait ce qu'est la philosophie libertarienne, hein, née en Europe, principalement en France, autour de Molinari, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui est l'idée d'une absolutisation du libéralisme classique qui aurait été dévoyée, qui serait menacée par les révolutions socialistes et redistributrices, et qui est dans une espèce d'absolutisation du droit de propriété, de liberté individuelle,
et de limitation de l'État à sa fonction minimale, mais quand même, hein, même chez Adam Smith, l'État a un rôle fondamental de police, de régulation, de s'assurer les frontières. Or, en réalité, aujourd'hui, tous ceux qui se disent libertariens sont les sous-contractants privilégiés du complexe militaro-techno-industriel américain. Donc ils ne sont pas du tout, y compris Ayn Rand, mais c'est un autre débat, n'est pas vraiment libertarienne, selon moi. D'ailleurs, elle détestait qu'on l'appelle libertarienne, donc ça tombe bien. Donc, deuxième étape, la pensée réactionnaire en Californie, elle se développe de façon extrêmement forte pendant les années 60 et 70, et c'est en 1967 que Ronald Reagan, sur cette ligne-là, est élu gouverneur de Californie. Ronald Reagan, en 67, il faut savoir qu'il est considéré comme à l'extrême droite du Parti républicain. Il était la jeune pousse d'un sénateur de l'Arizona qui s'appelait Barry Goldwater, qui était lui-même déjà très à droite, une espèce, alors le mot populiste, là aussi on pourrait discuter, enfin, disons pour aller très vite, anticommuniste, hostile à l'État et à la redistribution, détestant l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits civiques donnés aux Noirs, qui conspue les jeunes étudiants qui critiquent la guerre du Vietnam, qui est pour la grandeur et l'hégémonie américaine. Voilà. Et donc Reagan vient de là avec un discours sur ce qu'on connaîtra classiquement de Reagan. L'État n'est pas la solution à vos problèmes, l'État c'est votre problème, avec un programme de dérégulation sans précédent dans la tradition américaine. Et il est élu en 1967 sur une ligne anti-étatiste et anti-redistributrice, alors même que les campus, en particulier de Berkeley, pas à Stanford, c'est intéressant, à Stanford tout va bien, on est très tranquille, on fabrique des ordinateurs, mais à Stanford, on conteste la guerre du Vietnam, on conteste le racisme et le militarisme. À Oakland, le parti des Black Panthers, le Black Panther Party, se met en place et organise une espèce de mouvement antiraciste, de lutte contre la brutalité policière. On est en 67, c'est déjà des questions extrêmement importantes, et Reagan est élu avec l'idée qu'il faut remettre de l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut écraser les manifestations, qu'il faut écraser le mouvement de démocratisation qui est né dans les années 60, qui a donné lieu sous Johnson au vote des droits civiques, à l'égalité de genre, à une certaine reconnaissance des minorités sexuelles. Pour Reagan, il faut revenir, il faut défaire tout cela, c'est en cela qu'il est réactionnaire, c'est-à-dire qu'il veut défaire les politiques redistributrices, l'équité fiscale notamment, qui est sa grande bête noire, mais aussi écraser les professeurs subversifs sur les campus, les étudiants qui manifestent contre la guerre. Toute analogie avec la situation présente est bien sûr parfaitement fortuite. Il est donc élu sur cette ligne et il reste gouverneur de Californie quasiment jusqu'à la fin des années 60. Et la Californie, à ce moment-là, devient la tête de pont d'une espèce de pensée qui réclame le retour de l'hégémonie américaine. Et au même moment, c'est un autre Californien qui est élu à la Maison-Blanche qui s'appelle Richard Nixon. Et Richard Nixon est le premier père, avec Reagan, de la révolution néolibérale. Ce qu'on a appelé la révolution néolibérale, qui débute dans les années 30, là aussi c'est intéressant, mouvement né en Europe, exporté et radicalisé d'une certaine façon. La Société du Mont Pèlerin devient, ensuite on fait venir Hayek aux États-Unis, et puis l'école de Chicago, et puis tout ce petit monde avant l'école de Chicago se retrouve dans un certain nombre d'instances patronales qui s'organisent, notamment à la Chambre de commerce de Los Angeles, pour développer l'idée qu'il est temps de mettre fin à toute forme d'État social, d'État-providence, parce que l'État-providence, c'est la porte ouverte vers le totalitarisme, le collectivisme, et comme le dit Hayek, c'est le titre d'un de ses livres, La route de la servitude, son livre de 42. Donc, dès qu'on commence à faire un petit peu de redistribution, d'équité fiscale, d'assurance sociale, d'éducation gratuite, eh bien déjà, on met le doigt dans ce qui deviendra le collectivisme socialiste. Et donc, derrière cette idéologie, il y a bien sûr un ajustement structurel, comme on le dira plus tard pour les pays en développement, qui s'applique aux États-Unis. Et Reagan est élu en 1980 avec l'idée que les États-Unis sont dans une crise d'hégémonie absolument majeure, guerre du Vietnam, crise financière, choc pétrolier 73-79, humiliation, le Japon qui commence à faire mieux, rivalité, et puis la guerre froide, bien sûr. Et donc, le projet de reconquête, de légitimation du modèle de croissance, du modèle de domination et de militarisme américain qui avait été celui de la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis sont devenus la grande puissance hégémonique et la puissance du bien, en plus, la puissance morale, elle est recréée par Reagan dans les années 80, et c'est là que l'économie politique de la révolution néolibérale me semble intéressante, parce que c'est à ce moment-là
que Reagan, qui vient de Californie et qui les connaît très bien, fait ce qu'on appelle alors les hautes technologies, c'est-à-dire la Silicon Valley, l'instrument, l'objet même de ce que doivent devenir les États-Unis. C'est-à-dire que la Silicon Valley devient la nouvelle frontière de la domination américaine, de la croissance. Et il commence par ses réformes fiscales et une politique industrielle invisible à redoubler l'investissement dans le keynésianisme militaire ou militariste, avec un investissement massif dans l'industrie de défense, dans l'industrie policière et dans l'industrie carcérale, puisqu'il lance la guerre au crime à peu près au même moment, dont plus d'un tiers va à la Californie. Et elle va où en Californie? Qui est-ce qui fait de l'industrie de défense, etc. Ça n'est plus les anciens fabricants d'avions bombardiers, de canons, enfin, on ne fait plus la guerre avec des canons, enfin de chars, etc. C'est les gens qui font des radars, qui font des micro-ondes, qui font de la cybersécurité, qui font de la défense, et c'est donc la Silicon Valley. Et à partir des années 1980, l'ensemble de l'appareil fiscal, économique et monétaire américain est réorienté afin d'accélérer la désindustrialisation de ce que Reagan appelle les pôles du crépuscule, c'est-à-dire l'industrie lourde, la sidérurgie, l'acier, cette bonne classe ouvrière américaine qui avait plutôt réussi pendant le New Deal et l'État social, parce qu'il y avait des syndicats importants, il y avait une redistribution, les gens pouvaient se payer une maison, il y avait des crédits publics qui étaient garantis, etc. Tout ça est balayé à la faveur d'une très grande financiarisation de l'économie. Je laisserai Marlène en parler. Et une partie de cette finance est réorientée vers la Californie, et ça s'appelle le capital risque. Le capital risque, ce sont ces financiers qui peuvent, sur 3 mois, 6 mois, inonder une entreprise de millions de dollars, avec comme principe qu'on investit dans 10 entreprises, on sait qu'il n'y en a qu'une ou deux qui va marcher. Mais c'est pas grave, on perd de l'argent sur l'essentiel, mais il y en a 2 qui seront multimilliardaires. Et donc il y a une nouvelle forme d'accumulation de capital et de fuite en avant financière qui fait de la Californie une espèce de lieu de spéculation sous stéroïdes, qui est en dernier ressort garanti par l'État américain, puisque c'est l'industrie de défense, la CIA, l'aérospatiale, qui derrière assure la sécurité de la Silicon Valley. Ronald Reagan, évidemment, est le porteur d'une vision extrêmement messianique. Les historiens ont étudié qu'il prononce le mot Armageddon 18 fois pendant ses 2 mandats. Vous savez peut-être que c'est un des mots préférés de Peter Thiel. Je ne sais pas pourquoi je parle de Peter Thiel, parce qu'on parle d'attaquer de l'extrême droite. Il en est quand même une des figures les plus hautes en couleur. C'est-à-dire de cette chose qui est extrêmement présente dans la Silicon Valley, qui est une eschatologie qui entrevoit la fin des temps, et donc la nécessité de l'homme amélioré pour survivre, pour être capable d'aller sur Mars, etc. Et il y a dans le geste espèce de folklore du capitalisme, pour reprendre le titre d'un livre, un certain nombre de mythes qui permettent de réenchanter d'une certaine façon le capitalisme en crise de la période reaganienne, le mythe de l'entrepreneur qui ne doit son succès à nul autre qu'à son génie personnel, l'idée des génies que l'on retrouve chez l'autrice de science-fiction dite libertarienne Ayn Rand, qui est une lecture de chevet pour un certain nombre de ces gens qui prétend que le monde ne doit son salut qu'à une poignée d'entrepreneurs géniaux qui, malgré le poids, le fardeau de la solidarité collective et de l'État social, parviennent à amener l'humanité vers des cieux de progrès, de croissance et de prospérité. Et donc ce mythe de l'entrepreneur autodidacte est très très présent, mais dans un contexte de guerre froide et de menaces de destruction apocalyptique, de menaces nucléaires, de soviétisation des États-Unis, d'infiltration par les communistes. Et donc, à la fois, d'un point de vue strictement matériel, Reagan lance la guerre des étoiles, intéressant, qui est donc un programme, ce qu'aujourd'hui Trump ressuscite avec son dôme d'or, qui est exactement la même chose, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut créer une espèce de dôme de protection de laser intergalactique au-dessus des États-Unis pour détruire en vol les éventuels missiles qui arriveraient. Tous les scientifiques de l'époque lui disent que c'est une folie, que ça n'a aucun sens, que la technologie ne suit pas. Mais si vous voulez, c'est une espèce d'investissement déjà à perte de sommes absolument invraisemblables qui vont en grande partie à la Silicon Valley
pour bâtir cette espèce de dystopie de protection nucléaire. Et il le fait pendant que la désindustrialisation massive impose une violence sociale absolument sans précédent aux États-Unis, et qu'il lance par ailleurs, puisque la désindustrialisation laisse sur le carreau des millions de jeunes hommes, en particulier immigrés et noirs, qui viennent d'arriver sur le marché du travail. Les hispaniques arrivent massivement pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il faut remplir les usines pour faire des canons et pour faire des radars. Et les noirs qui viennent de sortir de la ségrégation arrivent sur le marché du travail. Et donc il y a des dizaines de millions de jeunes hommes sans qualification qui n'ont plus de travail. Et donc, une forme de gestion sociale de la pauvreté et du chômage devient, sous Reagan, la mise en place du complexe carcéralo-industriel, c'est-à-dire la construction de, principalement en Californie, dizaines de gigaprisons. Le nombre d'Américains incarcérés double entre le moment où Reagan est élu et le moment où il part, et la Californie devient le grand lieu aussi de la création de méga-prisons hyper sophistiqué, où on peut gérer ce qu'on appelle les populations en surplus. Voilà, je finis peut-être ce qui devait être ma troisième partie, mais peut-être je vais en faire une conclusion pour rassembler mon propos, et puis on pourra revenir sur certains points si vous avez des questions. Toute cette mythologie qui a été poursuivie pendant le double mandat de Bill Clinton a été un petit peu à changer de visage, puisque Clinton étant démocrate, on a eu la sensation à ce moment-là que cette espèce de discours sur la nécessaire hégémonie américaine à recouvrer, la croissance comme ultime horizon du progrès humain, et la dérégulation et la libération de toutes ces entraves de politique publique sur le monde de la finance, qui fait se débarrasser de tout ça pour créer un homme nouveau, était passé à gauche, puisque Clinton était démocrate. Et l'on n'a pas vu qu'en réalité, le reaganisme s'est poursuivi, d'ailleurs pas mezzo voce, il s'est poursuivi parfaitement clairement dans la réforme de l'État social et l'incarcération de masse poursuivie par Clinton. Mais Clinton, c'était avec son vice-président Al Gore, le grand champion de la Silicon Valley. Ils étaient surnommés les démocrates Atari, du nom de cette compagnie de jeux vidéo qui a fait la fortune des premiers jours de la Silicon Valley. Et donc, ils ont ouvert les portes de la dérégulation financière et de la télécommunication, qui était très réglementée aux États-Unis, à la Silicon Valley, accordant absolument tout ce que voulait la tech au nom de cette promesse de croissance. Il se trouve que aujourd'hui, on est dans un nouveau moment de très grande crise de légitimité du capitalisme mondialisé, et que ce modèle du croissancisme techno-scientifique est en quête d'un deuxième souffle, et que la Silicon Valley, une fois de plus, nous promet de nous l'apporter avec l'intelligence artificielle, qui est ce nouveau MacGuffin, comme disait Hitchcock à propos de ses films, cette espèce d'outil magique qui allait subvenir et subitement ouvrir les portes de la croissance perpétuelle. Et donc cette espèce de machine à valeur à produire du capital éperdument que serait l'intelligence artificielle a, au niveau de son économie politique, deux composantes essentielles pour le faire très vite, et je parle en non spécialiste de la question technique, je parle juste de l'économie politique. Premièrement, c'est un lieu de pure abstraction de spéculation financière. C'est-à-dire que nul scientifique aujourd'hui que je lis ne dit qu'on a la moindre idée de ce que donnera l'intelligence artificielle en termes de productivité, d'amélioration de conditions de vie. On sait en revanche que il y a des conditions sine qua non. Les conditions sine qua non, c'est que d'une consommation d'eau et d'électricité et d'énergie fossile à nul autre pareil. C'est-à-dire que l'on repart dans la ruée vers l'or de la Californie de 1848, c'est-à-dire qu'il faudra, d'après un rapport récent de McKinsey, l'équivalent de 6 fois la Californie à échéance de 2035 pour nourrir ne serait-ce que ce qu'Amazon fait en matière de data center pour l'industrie. C'est-à-dire que la consommation d'eau et la consommation d'énergie va exploser. Ça suppose par ailleurs un financement et une spéculation financière telle aujourd'hui que seuls l'armée et l'État et le service de police américain peuvent financer. D'où le fait que l'on assiste aujourd'hui, un peu comme un retour au bercail, à cette nouvelle fusion entre l'appareil militaro-industriel américain et la Silicon Valley, puisque l'essentiel aujourd'hui de l'intelligence artificielle sert
à des systèmes de collecte de data, de surveillance et de police des populations dans le monde, de production de drones, de missiles, de détection d'armement et évidemment avec Starlink, de géolocalisation des armées, etc. Bien sûr, avec l'idée du Dôme d'Or, on retrouve cette idée de la guerre des étoiles et que par conséquent, puisqu'il y a une contradiction évidente entre la démocratisation et la confiscation des richesses, les limites de la biosphère et la demande d'énergie et d'eau que suppose la Silicon Valley, il ne pouvait en être autrement que de passer un pacte méphistophélique avec un président réactionnaire qui considère que le changement climatique n'est pas un problème et que, en revanche, rétablir la loi et l'ordre et lutter contre les subversifs et les dissidents dans une nouvelle guerre froide que serait le conflit avec la Chine permet cette espèce d'immunité algorithmique et d'immunité de l'autoritarisme que l'on voit aujourd'hui. Donc, de la Californie à la Californie, en passant par Washington, il y a cette espèce d'économie politique qui me semble avoir été une forme de fil d'Ariane, certainement pas un déterminisme, mais un fil d'Ariane qui permet de comprendre le naturel avec lequel aujourd'hui la configuration de la tech, du capital et de la force réactionnaire se trouve unie pour le meilleur et sans doute pour le pire. Voilà. Je vous remercie. Merci.